La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Tatum, nice pass. Smart launches. Oh, it's good! And a foul! Marcus Smart is owning the three-point line tonight. He's got 5 triples in the quarter. Came on the air talking about Marcus Smart and the offense he provided in Game 1. Game 2, it's been exactly the same thing. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce Dino Talk, l'après-match. On se retrouve quelques heures après le coup de sifflet final de cette rencontre, le match 2 entre les Raptors et les Celtics qui s'est soldé par une nouvelle défaite des Raptors 102-99. Pour en parler avec moi, coach Étienne. Bonsoir coach. Salut à tous, salut Mac, j'espère que ça va bien. Ça va quand même du positif ce soir malgré la défaite. On a vu un autre visage des Raptors. Malheureusement, ça n'a pas suffi pour aller chercher la victoire. Une fin de match pas très bien gérée, un Marcus Smart en feu, un Jason Tatum qui va chercher des lancers et qui met un 3 points très important en seconde chance également. La chance n'a pas souri aux Raptors qui ont été maladroits à 3 points de nouveau. Quel est un peu ton sentiment de ton côté après ce match ? Ravi de voir la première mi-temps. C'est vrai que de voir un petit peu les deux équipes au coude à coude, c'était ce qu'on attendait du moins sur un côté fan. Maintenant sur un côté un peu plus technique, moi j'étais vraiment content de voir Nick Nurse s'adapter à ce système offensif qui l'avait très embêté, c'est-à-dire à plutôt attaquer dans l'axe ou plutôt chercher à attaquer en drive et ensuite livrer à 0 degré. On a été vraiment l'équipe des Toronto Raptors a été beaucoup plus efficace dans les sorties sur 3 points. Il y a un petit peu moins de tirs tentés des Celtics aujourd'hui. Les tirs qui sont entrés, la plupart étaient défendus, donc ça c'était vraiment intéressant. Côté offensif, ça a été vraiment pas mal. Il y a eu du rythme, il y a eu beaucoup de turnovers. On a fait énormément d'interceptions sur la première mi-temps. Donc on a eu l'occasion de mettre beaucoup de tirs en contre-attaque et surtout des tirs en transition offensive. C'est-à-dire que la défense adverse n'est pas encore placée, qu'on arrive à attaquer rapidement. Donc ça, c'était pour moi les gros plus. Maintenant, on a eu en deuxième mi-temps un peu plus compliqué. On gagnait 12 points au milieu de troisième quart-temps et l'équipe a perdu le contrôle malheureusement du match. À qui la faute, c'est encore trop tôt pour le dire. On a quand même un Jaylen Brown qui a été incroyable en défense et on a Jason Tatum, comme tu disais, qui a été très agressif au panier. Il tire 14 dans ses francs, il en met 14. Il est vraiment très efficace. Il a eu des coups de sifflet un peu houleux, mais on va dire que dans l'ensemble, c'est quand même un joueur qui a été agressif. Donc non, et puis je terminerai par la perte de contrôle totale du match, un réveil de Kemba Walker et de Marcus Smart sur le dernier quart-temps qui nous ont complètement annihilé. Même en revenant à 1 point d'écart sur la fin du match, Kemba Walker arrive sur un petit tir en fadeaway à remettre les Boston Celtics à +3 jusqu'au score final. Donc non, ça a été un bon match jusqu'à la milieu de troisième quart-temps. Après, malheureusement, on n'a pas réussi. On a eu beaucoup d'attaques poussives. On n'a eu pas de réussite au tir à 3 points comme d'habitude. Et puis on a eu 0 lancer franc sur toute la première mi-temps, ce qui est une première dans l'histoire des Raptors, je crois. Je vais essayer de revenir un peu sur tout ça pour mettre de l'ordre. Tu as déjà entamé l'analyse de la rencontre. Alors, revenons déjà sur ce troisième quart-temps. Les Raptors prennent 12 points d'avance, ils passent un 12-2. On croit que tout va bien. Et là, derrière, l'attaque commence à dérailler. La défense a quand même tenu le choc sur la fin du troisième quart-temps. On a juste 4 points de Tatum qui va aller chercher au lancer franc d'ailleurs sur cette fin de troisième quart-temps. Au final, il y a 8 points d'écart. Mais par contre, quatrième quart-temps, en fait, le momentum avait complètement changé avec les Raptors qui continuaient à ne mettre plus rien dedans, notamment à 3 points. On a un Kyle Lowry à 0 sur 7 à 3 points et un Fred VanVleet à 3 sur 12 à 3 points, ce qui est vraiment très compliqué pour un 11 sur 40 au final, 27% de réussite. Et Boston qui a pris feu sous la direction d'un certain Marcus Smart. En fait, tu l'as bien dit, pendant la première partie du match, jusqu'à ce que tout bascule, en fait, il n'y avait que Jaylen Brown et Jason Tatum qui semblaient être en mesure de faire quelque chose offensivement côté Boston. Kemba Walker ne faisait pas grand-chose. Marcus Smart, je vois qu'il est à
6 sur 11 à 3 points. Donc ça veut dire que jusqu'à ce coup de chaud, il devait être à 1 sur 4 ou 1 sur 5. Après, il en manque un autre derrière, après sa série de 5 tirs. Mais voilà, c'est ça qui a changé complètement. Est-ce que pour toi, c'est le tournant du match, ou pour toi, le tournant du match, c'est vraiment les dernières minutes qui ont mal été gérées de la part des Raptors? Dans l'ensemble, je pense qu'on parle des dernières minutes. C'est vrai que on aurait pu prendre plus d'avance. Les joueurs de Boston n'étaient pas vraiment en forme jusqu'à la mi-temps. C'est à ce moment-là que les Raptors auraient dû prendre peut-être un peu plus le large. J'imagine plutôt dans le tempo. Après, aujourd'hui, faut pas oublier qu'on n'avait pas tous nos joueurs au top, quoi. On n'avait pas Norman Powell qui finit à 13 minutes, il a que 4 points, 0 rebond, défensivement, il prend pas une interception, alors qu'il a l'habitude de nous proposer autre chose. Marc Gasol prend encore beaucoup de fautes très rapidement. Il est moins efficace sur les replis défensifs, il est moins efficace sur le tir, même s'il nous met 2 briques magnifiques contre la planche, une seule d'ailleurs. Et je pense sincèrement que notre 5 de départ a vraiment pas été efficace sur la deuxième mi-temps, tout simplement. Ce que j'ai beaucoup apprécié en première mi-temps, c'était la présence de Terence Davis et de Chris Boucher, qui ont apporté vraiment du sang neuf, qui arrivait vraiment à cadenasser. Il y avait, si je reprends un peu les phases défensives, on avait Ibaka sur Tatum, on avait Terence Davis sur Marcus Smart, et on avait Boucher qui défendait Daniel Theis. Et sur cette phase-là, on a eu vraiment des scorings très intéressants. Beaucoup moins d'impact offensif, notamment Grant Williams qui était hyper efficace à ce moment-là. Il met ses 2 gros dunks dans des momentum importants pour Boston dans le deuxième quart-temps. Et c'est très bien défendu par Serge Ibaka et Boucher qui, pour moi, contrôlait parfaitement la raquette. Et dans la deuxième mi-temps, on n'a pas vu ça. On a vu le 5 de départ qui finit avec beaucoup de minutes, 40 minutes, 43 minutes, 42 minutes et 38 minutes pour quasiment le 5 de départ. Donc je pense qu'il y a un souci de gestion quand même sur la fin de match de la part des joueurs titulaires. Ouais, bah oui, totalement, je te rejoins. On a le 5 de départ en dehors de OG Anunoby qui fait son record en carrière en playoff avec 20 points. En dehors d'OG Anunoby, on peut pas dire que les 4 autres du 5 de départ soient à leur niveau habituel. Je pense que c'est tout simplement ça. Malgré tout, ce qui est gardé espoir côté Raptors, c'est que malgré cela, t'es dans le match sans le pied de Siakam sur la ligne de touche en fin de match. T'as encore moyen d'égaliser et sans un Marcus Smart qui prend feu, tu peux gagner ce match. Donc c'est ça qui, moi, me permet d'y croire encore. J'ai lu beaucoup de fans des Raptors qui commençaient déjà à parler de sweep ou de choses comme ça. Honnêtement, après ce match-là, moi, je suis plutôt rassuré. Je me dis que tout simplement que tout le monde peut faire mieux côté Raptors et plusieurs joueurs sont susceptibles de pas faire aussi bien côté Celtics. Donc pour moi, Marcus Smart qui enchaîne 2 gros matchs comme ça, c'est rare. Tout à fait. Et puis là, sa série, c'était Steph Curry quoi ce soir. C'est incroyable. Son tir, le dernier, le 5e avec la faute, c'était juste inimaginable. Et ça a complètement retourné la rencontre ensuite. Donc Jaylen Brown n'a pas été mal défendu. Hein. Il est à 5 sur 13, 3 sur 8. Pascal y est pour beaucoup. Hein. Pascal Siakam a très bien défendu sur Jaylen Brown. Les deux sont passés dessus avec OG aussi. Non, moi je resterais quand même optimiste. Je dis pas qu'on va passer, mais les 2 matchs à venir là, l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'avantage du terrain justement. Ça va être dans la même salle avec juste des animations différentes. Je pense que dans la tête des joueurs, ça change pas grand-chose. Ils n'ont pas de voyage à faire. C'est la même routine de toute façon dans la même salle. Je pense que le match 3 de toute façon va être très, très important. On se rappelle de la série contre les Bucks l'année dernière. Là, ils sont dans la même situation. À eux de montrer, peuvent aller chercher. Que dire point positif, on peut noter encore le très bon match de Serge Ibaka. Ouais, exactement. Un très bon match. Encore des 3 points d'entrée de jeu. Il a vraiment été efficace. Encore une fois au rebond, hein, il est vraiment le meilleur rebondeur dans l'équipe. Comme je disais, quand il jouait avec Chris Boucher, c'était vraiment intéressant. Chris prend 2 rebonds en 9 minutes et il a joué principalement avec Serge. Donc c'était vraiment intéressant de les voir tous les deux sur le terrain. Moi je note quand même, je veux remonter Kyle Lowry un petit peu aussi dans l'estime, puisque même en étant hors de sa réussite à 3 points,
il a quand même des momentum défensifs qui sont hyper intéressants. Il défend très très fort sur les pick and roll et c'est pas facile à chaque fois pour tu vois, à chaque fois que Theis ou Robert Williams ils faisaient les pick and roll, il y avait rarement des solutions parce que Kyle Lowry il est complètement sur le meneur de jeu ou le porteur de balle en général. C'est pas facile d'attaquer contre un Kyle Lowry qui défend comme ça. Donc je veux souligner aussi ça qui se voit pas du tout dans les stats. Mais Kyle Lowry a été vraiment très très bon sur certaines séquences et il finit à cette passe décisive, ce qui veut dire qu'au final il a quand même vachement servi l'équipe. Donc je souhaite quand même remonter un petit peu aussi la performance de Kyle Lowry sur ce match-là. Ouais, je suis d'accord avec toi. Il a toujours le petit passage en force au bon moment quand tu sens que ça va pas pour essayer de retourner un peu la situation. Et il fait 4 interceptions aussi ce soir. C'est vrai. Pascal en fait 3. Gros match en défense, comme tu dis, et c'est le seul, et c'est le plus gros plus-minus de l'équipe. Ça veut dire que quand Kyle Lowry était sur le terrain, les Raptors étaient à +9 sur la totalité du match, sur 40 minutes. Donc ça laisse, ça montre l'impact qu'il a. Malheureusement, mais ce match, ça se joue à rien parce que regarde, l'adresse, elle est de 11 sur 40. T'as quand même beaucoup de tirs ouverts. Nick Nurse a quand même tenu à souligner, il a été questionné là-dessus, sur la non-réussite à 3 points de VanVleet et de Lowry. Il a dit quand même, il va falloir qu'il revoie le match à la vidéo, mais pour lui, beaucoup de tirs sont ouverts. Le jeu collectif des Raptors est vraiment pas mal non plus ce soir quand même. Ils mettent 36 tirs en tout et 25 passes décisives sur 36 tirs. C'est vraiment pas dégueulasse. Au contraire. C'est très collectif, c'est pas du tout individuel. Et malheureusement, on a cette fin de match qui reste en tête et qui, je pense, dans la tête des fans, fait un peu oublier tout passer tout au long du match. Et pour eux, ils se disent, on n'a pas été bon. Mais quand même, le collectif a tourné pendant longtemps. Et pareil pour Siakam. Bon, ce soir, il fait un match encore difficile parce qu'il a bien débuté, mais ensuite, c'était plus dur. Il fait quand même 6 passes et Nick Nurse a indiqué que il était content de ses choix, que si ses coéquipiers avaient mis 2-3 tirs de plus, il était proche des 10 passes décisives. C'est vrai que le collectif n'est pas si mal, mais en fait, ce qui fait tâche, c'est cette fin de match. En fait, ça gâche un peu tout le travail effectué et ça laisse un goût amer et une image qui n'est pas à l'image de la majorité du match, je pense, selon moi. Et c'est pour ça que je pense que beaucoup de gens sont assez sévères après cette rencontre, mais pour moi, je l'ai déjà dit. Pour moi, ça, c'est un vrai match de play-off et un match de play-off, ça joue à rien sur des détails. Ça joue sur un pied en touche, un tir à 3 points avec la faute, des petites actions comme ça, une faute qui aurait pu être sifflée sur Siakam, sur Jalen Brown qui tape dans les mains. La plupart du temps, c'est pas sifflé, donc c'est pas scandaleux, mais Nick Nurse a aussi pointé ça du doigt, donc il est prêt à recevoir son amende. Mais comme on sait, les entraîneurs aiment bien faire ça pour mettre un peu la pression sur l'arbitrage au match suivant, parce qu'on sait que ça a un effet quand même. Greg Popovich aimait bien faire ça aussi, et voilà. Qu'est-ce que tu penses de un peu tout ce que je viens de dire là? Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu serais plus sévère quand même sur la prestation des Raptors? On peut pas être sévère dans le sens où on peut pas comprendre non plus la pression que les joueurs ont. Ça se voyait sur le visage de certains, tu voyais les zooms sur le visage de VanVleet. Voilà, c'est des joueurs, ils sont concernés, ils sont présents, ils sont concentrés. Et il y a eu des phases extraordinaires en première mi-temps, je trouve, comme tu parlais des passes décisives, je voulais quand même y revenir. C'est vraiment intéressant de voir que l'équipe, elle a un collectif hyper intéressant, hyper ancré, et elle a quand même des joueurs qui ont la confiance. Je vois un peu OG Anunoby qui tire à 0 degré alors qu'il est défendu, il fait 4 sur 6 à 3 points. C'était vraiment intéressant de voir OG scorer autant ce soir, qui finit meilleur marqueur à 20 points. Et la deuxième chose que je voulais rajouter peut-être plus à ton analyse, c'était effectivement ces 14 lancers francs que Jason Tatum il a eu, et notamment en fait sur le fait que les Raptors n'ont pas eu de lancers francs sur la première mi-temps. Ça démontre deux choses. Ça veut dire que les Raptors, collectivement parlant, ont soit assez bien attaqué pour pouvoir éviter les défenseurs et du coup tirer à 3 points ou mettre des lay-ups, soit ça veut dire que Boston défendait pas. Cela dit, j'en doute. Donc ça montre quand même, quand tu vois peu de lancers francs, ça montre pas forcément une baisse d'agressivité, ça montre aussi, pourquoi pas, que l'équipe elle est efficace en fait sur son collectif. Je veux dire, si ton joueur il se fait pas fauter, c'est qu'à un moment donné, il a su faire la passe au bon moment. Beaucoup de passes décisives dans ce match, peu de lancers francs. Ça montre aussi pour moi qu'on a pris des bons tirs ouverts. Et derrière, effectivement, la réussite était là ou pas là. Et moi, je suis assez d'accord avec toi.
on est sur un bon match à la suite du premier match. De toute façon, on pouvait pas faire pire. Et le troisième match, on attend beaucoup. Je pense que certains fans, notamment des Celtics, pourront être surpris de la réaction de certains. Moi, j'attends beaucoup de Marc Gasol. Je pense qu'il pourrait soutenir un petit peu plus Pascal Siakam. Et si les deux joueurs jouaient ensemble, je pense qu'il pourrait rehausser un petit peu l'estime qu'il laisse dans la tête des fans après ces deux matchs-là. Ouais, on l'a vu d'entrée en plus, la connexion Siakam-Gasol a fonctionné sur la première action et après ça s'est un peu effrité. J'ai quand même on va finir avec ça. La question c'est est-ce que Gasol est adapté à cette série? On voit Boston qui joue petit, on voit Gasol qui a du mal dans les aides. Pourtant Gasol c'est l'un des joueurs avec l'un des plus gros QI défensifs de la ligue, mais on le voit, il est dépassé, c'est physique en fait par la vitesse des adversaires et on a vu un Chris Boucher sur le peu de temps de jeu qu'il a eu qui a fait beaucoup mieux. Donc, selon toi, est-ce que je pense que Nurse ne le fera pas parce qu'il va garder sa confiance en Gasol, mais est-ce qu'il faudrait plus de Chris Boucher et moins de Gasol, ou même plus de Chris Boucher et pas de Gasol? Qu'est-ce que t'en penses? Et comment s'ajuster alors? Si tu laisses Gasol, comment s'ajuster pour faire en sorte de rendre Gasol efficace? Bon, il y a beaucoup de questions en une, mais je te laisse te débrouiller avec ça. C'est assez complexe parce que, comme ils l'ont annoncé en conférence de presse, le but du jeu pour Ibaka et Marc Gasol, c'est de jouer au large pour avoir la possibilité des grandes tirs à 3 points. Moi, je pense que c'est cette configuration-là qui va moins bien à Marc dans cette situation parce qu'il a moins le peps d'Ibaka à faire du dribble and shoot. Il fait pas de step back, Marc Gasol, il fait des gestes très conventionnels, un petit peu à la Tim Duncan quand il était dans son âge d'or. Il fait quand même du basket académique. C'est-à-dire que c'est très, à la vitesse où il va, c'est très prévisible. Le problème, c'est quand tu es à la ligne des 3 points et que tous tes gestes sont prévisibles et que ton pourcentage de tir il est pas très bon, c'est moins efficace et derrière tout s'enchaîne. J'imagine que le joueur est frustré. Je l'ai jamais vu autant taper sur le sol avec son poing. C'est presque un peu déroutant de voir Marc Gasol comme ça. Et je sais pas ton avis là-dessus. C'est vrai moi je le vois beaucoup taper au sol en ce moment, donc il doit être très frustré et ça se comprend. Je pense qu'il devrait, comme je l'avais dit et on l'a pas trop vu, mais peut-être que c'est une erreur de ma part. Mais moi je le verrais vraiment plus aller dedans en fait. Je le verrais vraiment plus aller trouver l'alternance comme j'en avais parlé lors du premier après-match contre Boston. Je pense sincèrement qu'il serait efficace contre Daniel Theis sous le panier, sans problème, ou voire même Robert Williams. Je pense que Marc Gasol il serait plus efficace dans une configuration où il joue à son poste, c'est-à-dire dedans. Je sais pas ce que t'en penses à ce niveau-là, mais je suis assez d'accord avec toi. Le problème, c'est que en fait, dans cette NBA moderne, avec des défenses comme on voit maintenant, en fait, les grands ont beaucoup de mal à être efficaces au poste. On le voit, il y a de moins en moins de pivots dominants au poste dans la raquette. Il y a beaucoup d'aide aussi. Il y a beaucoup d'aide. Il y a d'aide parce qu'il y a des défenses qui sont maintenant c'est des ailiers très physiques qui ont la capacité à aller bloquer des intérieurs, à faire des prises à deux rapides. Et oui, on l'a vu sur quelques actions. Gasol, je me rappelle dans le match 1, il a enfoncé Theis sur une action. Mais malheureusement, j'ai pas l'impression que ça fait partie des plans de Nick Nurse. Mais après, moi, je te rejoins. Moi, je suis un adepte du basket des années 90 avec un pivot qui joue au poste de pivot, avec les Tim Duncan et compagnie. Mais j'ai l'impression que maintenant, la NBA a changé et c'est vraiment compliqué pour ces intérieurs-là, en fait. Et d'ailleurs, si tu regardes maintenant les profils des intérieurs, il y a deux profils. C'est soit les joueurs un peu hybrides à la Anthony Davis, Karl Anthony Towns, qui sont capables d'aller shooter de loin et de driver, mais qui utilisent le post-up que très peu au final, de temps en temps, mais très peu. Soit les autres profils, c'est des joueurs comme Rudy Gobert, comme DeAndre Jordan, comme Jarrett Allen. C'est juste des gars qui sont forts en défense, qui sont athlétiques, qui sont assez mobiles, Joel Embiid, qui finissent au alley-oop. Joel Embiid, pour moi, ça reste encore un joueur, l'un des rares encore capables de jouer au poste, mais on l'a vu dans la série face contre les Celtics d'ailleurs. Malgré sa domination, ça n'a pas été suffisant pour. Tu vois, même avec un joueur dominant au poste, Philly n'a pas existé contre Boston. Donc est-ce que voir Chris Boucher prendre un peu plus de temps sur celui de Marc, ça serait pas intéressant? Et du coup d'avoir
Parce que mine de rien, Chris Boucher et Ibaka, c'est deux joueurs qui sont beaucoup plus efficaces à l'extérieur que Marc Gasol. Donc finalement, est-ce qu'il serait pas plus adapté? Peut-être oui. Ouais, voilà, c'est ça. Ou alors, il faut que Gasol retrouve son adresse. Parce qu'un Gasol qui met dedans à 3 points, là, ça change tout. Ouais, Mais le problème, c'est que là, il l'année fait rien. dernière, il a montré des jolis trucs, c'est vrai. Ouais. C'est ça. Question intéressante. Pour moi, je suis encore trop mitigé pour te donner une réponse définitive, mais j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir ce que va faire Nurse. Honnêtement, là, il y a beaucoup de choses à regarder et je pense que ça va être intéressant de voir ce que le coach de l'année peut nous produire maintenant. Ouais, on a vraiment besoin aussi d'une réaction de Nick Nurse parce que pour moi, Stevens remporte les 2 premiers. Ce soir, ça n'a pas été flagrant. Je pense pas qu'il s'est fait out-coacher comme j'avais dit pour le premier match. Ce soir, ça a été un duel tactique avec surtout aussi des exploits individuels quand même côté Celtics. Mais on attend vraiment que Nurse trouve la solution comme il avait su le faire face aux Bucks l'année dernière. Mais Marcus Smart, Jason Tatum. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en face, c'est pas Budenholzer. C'est qu'il y a un coach très fort aussi. Donc, on va voir. Je pense que, on a bien fait le tour de cette rencontre ce soir. Merci à toi, coach. On se retrouve pour le match 3. Ouais, et tu sais, comme on dit à la fin. Let's go Raptors. The Raptors. Lowry for 3. Bang! Oh, it did not. It's over. It's over, ladies and gentlemen. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.